Salut à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver parce que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas posté sur cette chaîne et comme vous l'aurez deviné au titre, on va revenir doucement, tranquillement, vraiment, sans pression, avec un book haul. Alors il n'y a pas énormément de livres parce que je vous avoue que j'essaye de me calmer niveau achat-livresse. Vous allez le voir, il y a aussi des livres que j'ai trouvés en boîte à livres. Beaucoup de chance pour certains livres, comme vous allez pouvoir le constater. Et donc finalement, avec les livres qui sont également des livres d'occasion, plus un envoi très généreux d'une maison d'édition, bon bah j'arrive à vous présenter tous ces livres sans avoir forcément déboursé énormément. Donc on va y aller tout de suite. Ok, alors j'ai commencé tout de suite par le livre que je suis en train de lire. Il s'agit de Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles de Mona Chollet. Donc ce livre m'a très gentiment été envoyé par la maison d'édition Zone et j'en suis à un peu plus de la moitié et je vous en reparlerai vraisemblablement sur Instagram. Donc c'est le seul livre dans cette vidéo que j'ai commencé. Je vais pas trop vous en dire parce que voilà, je préfère réserver ça sur Insta, mais pour le moment c'est plutôt positif, même si comme toujours avec Mona Chollet, je pense qu'il faut en fait être préparé à ce que ce ne soit pas un essai typique. Voilà, si on commence un livre de Mona Chollet en ayant l'attente d'un essai, tout ce qu'il y a de plus traditionnel et tout ce qu'il y a de plus impersonnel entre guillemets, vous serez forcément un petit peu déstabilisé et potentiellement déçu. Si vous abordez ces textes en sachant que l'autrice va être très présente, qu'il va y avoir énormément de références et qui ne seront pas uniquement, loin de là, des références universitaires ou même des références littéraires ou historiques, vous pourrez peut-être, sûrement, je pense même, apprécier la lecture. Donc on en reparlera, mais voilà le premier livre. Ensuite, j'ai acheté récemment dans une librairie qui s'appelle La Terrasse de Gutenberg, et qui est, il me semble, dans le 12e à Paris, la correspondance entre Marcel Proust et Anna de Noailles. Alors vous le savez peut-être, Marcel Proust a été une grande révélation de l'année 2020, il me semble du coup, durant le premier confinement. J'ai dévoré les 4 premiers tomes d'À la recherche du temps perdu et j'ai hâte de pouvoir m'y replonger. Et ça a été vraiment une grande rencontre littéraire, j'aime beaucoup l'écriture de Proust et il m'a fallu 3 essais pour finalement arriver à accroché, pour le dire assez vulgairement, mais ça en valait la peine. Et Anna de Noailles, à contrario, c'est une autrice que j'ai tenté de lire. Elle avait été au programme de mon club de lecture, il me semble, il y a déjà plusieurs années, parce que je me souviens que c'était quand j'étais en Géorgie, donc je ne sais plus quand c'était. Mais bon, bref, ça pour vous dire que d'Anna de Noailles, j'ai lu une anthologie qui est aux éditions Folio, il me semble, avec des poèmes, des textes en prose, des extraits de nouvelles ou de différents textes, et je n'avais pas beaucoup apprécié, pour être tout à fait franche. Néanmoins, il y a quelques jours, j'ai refeuilleté justement ce livre et j'ai été surprise parce qu'en fait, ça me paraît beaucoup mieux que ce que que ce que j'avais trouvé à l'époque, donc à voir. Et j'ai très envie de faire un temps du texte sur Anna de Noailles et je me suis dit qu'avoir aussi sa correspondance, notamment avec Proust, ça pourrait être très intéressant. Et ce qui m'intéresse d'autant plus, c'est l'admiration effectivement entre Proust et Anna de Noailles, entre cet homme et cette femme, entre ces 2 personnes qui ont un style très particulier, qui s'estimaient énormément et qui ont aussi tous les 2 eu une santé très fragile. Et c'est quelque chose que je trouve passionnant, qui n'est pas énormément traité en littérature, donc voilà, Et puis j'ai envie de lire plus de correspondance en ce moment, donc... Alors là je l'inclus, mais en réalité c'est pas vraiment un livre à proprement parler. Il s'agit d'un recueil de très courtes nouvelles en coréen pour les débutants et les intermédiaires. Alors ce ne sont même pas en fait des nouvelles, là j'avoue je suis un tout petit peu déçue parce que je croyais que ce seraient des nouvelles... préexistantes, vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'en fait non, ce sont des nouvelles qui ont été faites et écrites, produites pour ce livre et donc pour l'apprentissage vraiment linguistique. Alors pour l'apprentissage de la langue, c'est génial. Par contre, c'est vrai que moi j'avais envie de m'essayer à... Alors vous voyez, il y a la traduction en anglais, puis le texte en coréen, il y a aussi des pages de vocabulaire, par exemple comme ceci, et j'avais envie de voir des textes littéraires. Mais bon, c'est pas grave, ce sera quand même intéressant, et je l'inclus quand même, parce qu'on ne sait jamais, et puis parce que l'automne coréen arrive. Donc tous mes autres livres sont là, parce que sinon par terre c'était trop difficile. Trouver en boîte à livres Les années d'Annie Ernaux, je pense que j'ai pas besoin de beaucoup en parler. Annie Ernaux, tout le monde ou presque la connaît, énormément de gens l'apprécient très fortement. J'ai lu La Place, que je n'ai pas aimé,
ainsi que La Femme Gelée que j'ai bien aimé, ainsi que L'événement que j'ai trouvé très intéressant. J'ai aussi le Journal du dehors, je crois, que je n'ai pas encore lu et qui ne me tente pas plus que ça. Et donc Les années, bon bah écoutez, on verra ce que ça donne. J'en ai entendu beaucoup de bien, mais c'est vrai que... Et puis déjà par contre ce que je peux remarquer, c'est que là uniquement en le feuilletant, pardon, le style a l'air très très différent de ce que j'ai pu trouver dans La Place ou dans La Femme Gelée. Donc à voir. À voir, à voir, à voir. Ensuite, celui-ci je ne l'ai pas trouvé en boîte à livres, je l'ai acheté. Alors, il s'agit d'un recueil de poésie et de chants. Plus précisément de chants berbères de Kabylie. C'est une version bilingue. Donc vous avez à la droite les textes, les chants, les courts poèmes en kabyle. Et là vous avez la traduction française. Je ne connais absolument pas le kabyle. Je ne connais pas très très bien la culture kabyle ni la Kabylie non plus. Je n'ai aucun attachement particulier, enfin j'ai pas de famille, j'ai rien. Mais je trouve que c'est toujours intéressant. Je suis une grande passionnée des recueils de poésie bilingue, ça je pense que vous devez le savoir pour le moment. J'aimerais bien me faire la plus grande collection possible entre guillemets. Et puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que on parle quand même pas mal de la littérature algérienne francophone et pour le coup, là, j'ai aussi envie de voir un petit peu ce que ça peut donner, la littérature globalement maghrébine qui ne serait pas francophone aussi. Et ça a été recueilli par Jean Amrouche, qui est le fils, normalement, il me semble, de Taous Amrouche, je crois, si je ne me trompe pas. Ou Taous, c'est peut-être pas leur mère, c'est peut-être sa sœur à lui aussi. Bref, la famille Amrouche est une famille très connue et très importante pour la culture kabyle et la langue kabyle. Et donc, j'aimerais bien aussi leur dédier une vidéo ou un temps du texte, et donc ce sera ma future documentation, en tout cas une partie parce que j'ai d'autres textes. Trouvé aussi en boîte à livres, donc vous voyez j'ai beaucoup de chance. Samarcande d'Amin Malouf. Alors Amin Malouf je ne l'ai toujours pas lu, j'ai Les Identités meurtrières qui m'attendent dans la bibliothèque, très très envie de le lire, on verra quand je trouverai le temps. Et je dois vous avouer que Samarcande n'était pas forcément sur ma liste des livres que je voulais le lire le plus rapidement possible, mais quand je l'ai vu en boîte à livres je me suis dit que c'était que j'avais aucune raison de l'y laisser. Concrètement, voilà, je vais voir, c'est peut-être un petit peu un double pari parce que je n'ai jamais lu Amin Malouf, donc je commencerai sans doute pas avec Samarcande, hein. Et donc je ne sais pas si son style me plaît, et puis je suis pas non plus une grande fan des récits de voyage et des récits historiques, ce qui est le cas, donc on verra ce que ça donne, mais j'ai bon espoir que ça puisse me plaire quand même. Alors ensuite, bien évidemment, je me suis procuré La Conquête de Plassans de Zola, étant donné que vous le savez, avec Nabolita, on organise Lisons les Rougon-Macquart. Vous pourrez tout retrouver sur Instagram. Il faut nous suivre, enfin, il faut me suivre sur Instagram si vous voulez savoir un peu ce qui se passe, parce que je poste sur YouTube et hebdomadairement il y a les temps du texte, mais pour tout ce qui est des lectures communes, des challenges, des précisions, des questions, des partages, c'est sur Instagram, voilà. Et ça c'est le tome des Rougon-Macquart qu'on va lire en septembre-octobre, donc j'ai hâte de m'y plonger, surtout que je ne l'ai pas lu et que La Curée plus Le Ventre de Paris, qui étaient les 2 tomes précédents, c'était des relectures, donc là c'est la découverte, ça fait toujours plaisir. Ah, alors là un livre en anglais parce que il n'y a pas de traduction française malheureusement. C'est un livre pour l'automne coréen que j'organise et qui consiste donc en fait pendant octobre-novembre à lire de la littérature coréenne, regarder des films coréens, regarder des séries coréennes, écouter de la musique coréenne, s'intéresser à l'histoire coréenne, bref, tout autour de la Corée. Il s'agit d'un recueil de nouvelles de Kang Kyung-hee, The Underground Village. Alors, Kang Kyung-hee, c'est une autrice féministe assez importante qui est née en 1906 et morte en 1944 et malheureusement elle n'a pas été traduite pour le moment en français. Voilà, et c'est hyper intéressant aussi parce que c'était une jeune prof, qu'elle a été envoyée en Mandchourie, bref, énormément de choses, qu'elle critique beaucoup la guerre, le colonialisme. Je suis très très impatiente de lire ce recueil, je sais que ça va être une bonne lecture quoi qu'il arrive, je le sais, là je n'ai aucun doute. J'ai aussi acheté récemment Le Lien d'ombre de Hugo von Hofmannsthal, une édition bilingue encore, recueil de poésie, donc bilingue français-allemand. Hofmannsthal c'est un grand poète allemand que je ne connais pas bien et donc quand j'ai vu ce petit recueil en librairie, librairie L'Atelier si vous voulez, celle-ci dans le 20e,
je me suis dit que ce serait toujours une bonne idée. En plus, l'allemand, c'est une langue que j'ai étudiée pendant des années, que je ne parle pas. Il y a parfois des phrases qui vont sortir naturellement quand je suis en Allemagne, et puis des fois il y a des grands moments de solitude aussi, il y a des moments où je comprends très bien ce qu'on me dit, des moments de grande solitude aussi, ça alterne. Par contre, c'est vrai que j'adore lire l'allemand, j'adore la sonorité de l'allemand, notamment en poésie, et c'est une langue que par contre je peux, voilà, si j'ai un texte en allemand avec la traduction à côté, je peux tout à fait aller d'un texte à l'autre. Donc ça c'est extrêmement appréciable. Trouver en boîte à livres. Ce recueil de contes, alors vous savez que je ne suis pas fan de contes, mais ce sont des contes d'Afghanistan d'Abdurrahman Pazwak, qui est un grand écrivain de langue dari. Si jamais ça vous intéresse, je vous recommande de peut-être visionner mon temps du texte sur des autrices afghanes que j'ai fait il y a peut-être 3 semaines, 4 semaines, quelque chose comme ça. Je l'ai vu en boîte à livres, je me suis dit franchement ça c'est vraiment le genre de livre que tu ne trouves plus beaucoup. C'est les vieilles éditions Stock, Arabie Islami. D'accord. Et bon, je ne suis pas fan des contes, mais c'est vrai que je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais en fait je suis vraiment dans un projet de construction de bibliothèque, si vous voulez, et donc je ne veux pas acquérir uniquement des livres que j'aime énormément. Je veux aussi acquérir des livres qui me semblent importants, qui vont m'aider à mieux comprendre d'autres textes que eux j'aime plus. Je veux pouvoir représenter le plus de pays possible, le plus de genres possible, etc. Donc je l'ai pris. Et alors, attendez... J'ai acheté aussi un livre qui me laisse très perplexe, surtout la couverture, qui est aussi horrible qu'effrayante, je trouve. 3 filles de leur mère de Pierre Louys, que je n'ai jamais lu. Et alors la 4e de couverture a été écrite par André-Pierre de Mandiargue, qui est inconnu à notre époque, mais qui était un surréaliste assez important aussi. Enfin, en tout cas, qui a été associé au surréaliste, puis qui a écrit d'autres choses et qui était très scandaleux, voilà. J'ai plusieurs recueils de ça. J'ai 2 recueils, je crois, ainsi qu'un roman de lui qu'il faut que je lise. Et alors, au dos, on peut lire que dans toute l'œuvre de Pierre Louys, ce livre, c'est le volume que nous préférons, le plus émouvant, le plus exaltant, le plus terrifiant, quelquefois le plus pur, le moins artificiel et le plus moderne en tout cas. Je vais pas vous lire la suite parce que c'est vulgaire. Il est provoquant, il est obscène, bref... ça plus la couverture, je me suis dit pourquoi pas. En plus Pierre Louys c'est un auteur que j'ai envie de découvrir depuis un certain temps. Et là, je vais vous parler de 2 acquisitions qui sont un petit peu particulières et je vais pas trop m'étendre parce que je veux y consacrer une vidéo. J'en ai parlé à quelques reprises sur des lives Instagram, mais en ce moment j'écume les bouquinistes et les bouquinistes virtuels aussi pour trouver des livres anciens et des livres qui ne sont plus publiés et leur offrir une maison sûre et permanente. Donc là, vous voyez ce tout petit livre, il est magnifique. Il s'agit des œuvres de Madame de Lambert, qui n'est absolument pas connue. Hein. Donc les œuvres choisies de Madame de Lambert, c'est un livre qui date de 1808, ce petit livre. Il est très vieux, voilà. Donc autrice inconnue et qui n'est plus publiée et je veux que ce livre soit en sécurité. Et là vous avez Celui qui revient de Georges de Perbrune qui est une autrice plus récente. Ce livre date de 1894. Georges de Perbrune, c'est une autrice vraiment fascinante. Elle a été republiée, l'un de ses textes a été republié par les éditions Les Plumets, les Talents Hauts. Et elle a inspiré Octave Mirbeau, bref. Et tous ces autres romans sont introuvables. Donc là, j'ai Celui qui revient. Il y en a beaucoup d'autres que je veux me procurer. Mais ces livres ont aussi un coût parfois. Et puis, c'est aussi toute une logistique. On en reparlera. Bref. Donc, j'essaye de me constituer tranquillement cette petite bibliothèque. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai parlé de tous les livres, donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez très très bien. J'espère que vous faites de très très bonnes lectures. J'espère que vous vous joindrez à moi / à nous pour l'automne coréen. Puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.